à tous, donc Clémence Lalo, je suis directrice de la gestion du risque à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et donc j'ai l'honneur de vous parler du dossier médical partagé aujourd'hui. Alors 8 ou 9 ans d'histoire, c'était gentil parce qu'en réalité c'est un sujet qui vient de la loi du 13 août 2004, donc c'est encore plus ancien que ça. À l'époque, ça s'appelait dossier médical personnel et ça a été ressuscité en 2016 par la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 qui donc a changé le P en partagé, dossier médical partagé, et a confié la gestion du projet à l'assurance maladie. Il y a eu une phase de déploiement en pré-série depuis la fin 2016 jusqu'en novembre 2018 où l'outil a été généralisé à l'ensemble du territoire. Et le Val-de-Marne avait cette particularité de faire partie des 9 départements qui ont travaillé au déploiement pré-série de l'outil. Alors, pour rappel, qu'est-ce que donc le dossier médical partagé? On avait fait un petit quiz DMP comme outil numérique et collaboratif de partage d'informations médicales entre les professionnels de santé amenés à prendre en charge un patient. Donc, c'est globalement une définition qui est correcte, donc c'est juste. Plus généralement, on parle souvent de carnet numérique, carnet de santé numérique, parce que c'est plus parlant. Donc l'idée, c'est un coffre-fort dans lequel le patient va pouvoir conserver l'ensemble de son historique médical tout au long de sa vie et quels que soient ses mouvements sur le territoire français, puisque donc il le conserve tant qu'il est sur le territoire français. En tout cas, il est consultable sur le territoire français. Important, c'est un service qui est gratuit, c'est un service qui est non obligatoire et c'est un service qui est strictement individuel, un dossier médical par patient, par individu. Et enfin, c'est un système qui est le plus sécurisé possible en fonction des normes actuelles de stockage et de gestion des données de santé. Donc, avec différents systèmes de sécurisation. Premier élément quand même de sécurisation, c'est un élément clé. Pour ouvrir son DMP, il faut un consentement explicite du patient. Consentement qui se fait pour l'ouverture du dossier, mais ensuite qui vaut pour consentement à l'alimentation et à la consultation. Une fois qu'il est ouvert, on consent à ce qu'il soit alimenté et consulté. Donc, vous n'avez pas, par exemple, à demander le consentement à chaque fois que vous voulez mettre un document sur le DMP de votre patient. S'il est ouvert, s'il a consenti à son ouverture, il a consenti à son alimentation et sa consultation. Ensuite, sécurisation au niveau du stockage des données. Le stockage est réalisé par un hébergeur de données médicales agréé par le ministère de la Santé. Je précise quand même que cet hébergement n'est pas fait au niveau de l'assurance maladie. C'est vraiment un hébergement qui est strictement dissocié de l'assurance maladie, qui est uniquement porteur du projet au niveau de la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Donc, un hébergeur qui est agréé. On a aussi un autre élément de sécurisation qui est la procédure d'authentification pour accéder au dossier. Procédure d'authentification pour les professionnels de santé qui passent par la carte professionnelle de santé, qui est le sésame indispensable pour y accéder. Et côté patient, il y a un système un petit peu contraignant pour l'utilisateur de double authentification, mais qui répond à des normes de sécurisation dites robustes en langage informatique et qui sont indispensables pour garantir la sécurisation globale du système. Et enfin, dernier élément de sécurisation, c'est un système de traçabilité globale, c'est-à-dire que l'intégralité des mouvements qui sont faits sur le DMP du patient sont notifiés et tracés dans un historique que le patient peut consulter à tout moment pour savoir à quelle heure, qui et qu'est-ce que la personne a fait sur le dossier. Et toutes ces traces et preuves sont bien sûr complètement disponibles pour le patient à tout moment. Autre élément important de définition sur le dossier médical partagé dans sa version de 2016, c'est que c'est un service qui s'est construit uniquement autour du droit du patient. Donc, il y a un certain nombre de fonctionnalités prévues par l'outil qui sont parfois jugées un petit peu contraires par rapport à la finalité de coordination des soins ou de bon partage d'informations entre professionnels de santé. Mais c'est parce que c'est un outil qui a été principalement conçu autour des droits du patient. Donc, par exemple, outre le fait que le patient a évidemment un droit de consultation intégral sur l'ensemble de son dossier, des éléments qui y sont mis, il a aussi, par exemple, la possibilité de demander une rectification d'informations. Il a la possibilité de masquer des informations médicales
s'il ne souhaite pas que ces informations soient vues par d'autres professionnels de santé. Et il a aussi la possibilité, bien sûr, de bloquer l'accès en consultation à un professionnel de santé, même s'il s'agit d'un professionnel de santé qui le suit de manière courante. Un exemple qui là est justifié, c'est quand vous partez en vacances, vous voyez un professionnel de santé une fois pour un problème qui est sur votre lieu de vacances, vous ne souhaitez pas lui donner un accès pérenne en consultation à votre dossier, vous lui bloquez l'accès pour des consultations futures, là c'est logique. Mais dans l'absolu, il peut bloquer n'importe quel professionnel de santé. Le seul professionnel de santé pour lequel le patient n'a pas le droit de masquer une information ou n'a pas le droit de bloquer un accès en consultation, c'est son médecin traitant. Également, fonctionnalité importante, le patient peut demander à tout moment la clôture de son DMP s'il ne souhaite plus qu'il soit accessible en consultation à qui que ce soit. Juste précision, la clôture du DMP veut dire que le dossier n'est plus accessible en consultation. Pour autant, les documents qui étaient déjà présents sur le DMP, si c'était le cas, ne sont pas supprimés. Il y a un système d'épuration décennale qui est géré par l'hébergeur de données. Et donc, les documents sont gardés en mémoire vive au niveau des hébergeurs pendant 10 ans. Si sur les 10 prochaines années qui suivent la clôture, tout d'un coup, le patient veut réouvrir son DMP, il le réouvre avec de la donnée médicale présente de moins de 10 ans. Donc, tout un ensemble de fonctionnalités qui sont dans une logique de droit du patient. Pour autant, c'est vrai que le dossier médical partagé a une vocation, c'est comme ça qu'il est défini dans le texte, une vocation à avoir un usage et un intérêt médical, alors qu'il reste encore un petit peu à créer aujourd'hui, mais donc notamment pour faciliter la coordination, pour optimiser des prises en charge au regard du partage d'informations qu'il contient, et éventuellement éviter des accidents thérapeutiques ou des accidents iatrogènes du fait du partage de ces informations. Alors, le DMP a 3 grosses fonctionnalités, en gros, la création, l'alimentation et la consultation. Alors, pour ce qui est de la création, on avait une petite question. Seules des personnes majeures affiliées à un régime de sécurité sociale peuvent ouvrir un DMP. Bon, alors c'était une question avec deux réponses contenues à l'intérieur. Donc, elle est fausse dans sa globalité. Premièrement, prérequis pour ouvrir un DMP, il faut effectivement être affilié à un régime de sécurité sociale français. Alors pourquoi c'est un prérequis? Parce qu'en fait, l'identifiant qui est utilisé pour individualiser la personne et lui bien créer un seul DMP à un seul individu, c'est le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale. C'est le NIR qui sert d'identifiant. C'est pour ça que l'affiliation à un régime de sécurité sociale est un prérequis. Par contre, le point qui était faux dans la question, dans la proposition donnée en quiz, c'est le fait que ce soit uniquement possible d'ouvrir un DMP pour des personnes majeures. Aujourd'hui, on peut tout à fait ouvrir un DMP pour des mineurs, puisqu'on crée un NIR pour un bébé 3-4 jours après sa naissance. Donc, il a bien un NIR individuel qui lui permet d'avoir une identification à titre individuel. Le parent peut ouvrir un DMP pour son enfant. Il aura, en tant que représentant légal de cet enfant, une gestion sur le DMP jusqu'à sa majorité ou sa majorité anticipée. À la majorité de l'enfant, on lui pose la question de savoir s'il veut conserver son DMP ou le fermer. Et s'il veut le conserver, c'est lui qui, du coup, a les droits de gestion en complet sur son DMP et ses parents ne peuvent plus y accéder. D'ailleurs, à ce titre, ce principe de délégation de gestion vaut pour des personnes majeures qui seraient sous tutelle. On a aussi une délégation de gestion sur les DMP qui est possible. Ensuite, au niveau des canaux d'ouverture, vous avez plusieurs possibilités. Il y a directement sur le site dmp.fr, au niveau des agences d'accueil de l'assurance maladie ou dans des cabinets de professionnels de santé. Dans l'absolu, vous pouvez tout à fait ouvrir des DMP. Et en officine, puisqu'il y a un intéressement conventionnel à l'ouverture de DMP en officine, donc on le promeut particulièrement. Le seul prérequis pour ouvrir votre DMP, c'est d'avoir votre carte vitale. Carte vitale parce que quand vous êtes en agence d'accueil de l'assurance maladie ou dans un cabinet professionnel, c'est ça qui va vous identifier. Et sur le site dmp.fr, on va vous demander votre NIR et votre numéro de série de carte vitale. Aujourd'hui, je vous ai donné des chiffres à fin 2019. On est à 8,6 millions à peu près de DMP ouverts sur le territoire français, dont 1,3 ou 4 millions sur l'Île-de-France. Au niveau de la fonctionnalité d'alimentation, donc, petit quiz, le DMP ne peut être alimenté que par des professionnels de santé. Alors effectivement, c'est faux, puisque alors même si le professionnel de santé est le pourvoyeur théoriquement principal d'informations médicales dans le DMP, il y a pourtant 2 autres acteurs qui vont mettre de la donnée. Le patient lui-même,
qui a la possibilité déjà de mettre des informations de type administratif dans son DMP, sur les personnes à contacter en cas d'urgence, sur certaines volontés particulières ou informations qu'il voudrait communiquer à ses soignants. Donc il a un espace personnel qui est accessible au niveau de l'ergonomie du DMP dans lequel il peut fournir ces informations, et le patient a évidemment la possibilité de scanner un compte-rendu médical et de le mettre dans son dossier. Dans ces cas-là, normalement, vous en tant que professionnel de santé, quand vous allez sur le DMP, vous voyez que le document a été mis par le patient. Il y a aussi l'assurance maladie. Alors là, c'est plus particulier. C'est en fait, au moment de la création du DMP, il y a dans les heures qui suivent une alimentation par l'assurance maladie de données de remboursement sur une profondeur de 24 mois glissants. Ces données de remboursement sont structurées en fonction de la nature de soins et vous précisant la date du soin et d'autres informations qui peuvent vous donner quand même une idée globale de la consommation de soins de votre patient. Même s'il n'y a pas d'autres données médicales dans le dossier, vous avez à minima ces éléments-là avec une actualisation régulière des données pour que vous puissiez avoir des données récentes pour la prise en charge du patient. C'est la seule alimentation que l'assurance maladie fait, c'est uniquement sur ces données de remboursement. Et enfin, évidemment, donc le principal pourvoyeur malgré tout de données médicales dans le DMP, c'est bien sûr le professionnel de santé, les structures de santé. Il n'y a pas d'obligation sur la nature du document, c'est juste des préconisations à y mettre plutôt des documents qui sont faciles à lire et plutôt synthétiques. Donc on est plutôt sur des comptes rendus d'hospitalisation, des comptes rendus de consultation, des bilans kinésithérapiques, bilans de soins infirmiers, bilans orthophoniques. Voilà, des documents plus globaux, plutôt que par exemple des images de radio, même si dans l'absolu c'est possible, mais c'est moins préconisé. Après, sur les modalités d'alimentation, il y a un chantier qui a été lancé depuis 2016 pour mettre en interopérabilité vos outils de travail habituels que vous avez en cabinet ou en établissement avec le système d'information DMP pour que finalement l'alimentation du DMP ne vous rajoute pas une charge de travail complémentaire et qu'on soit dans des conditions les plus facilitées possibles. Alors, je pense que vous en témoignerez qu'on n'est pas encore à une version optimale d'interopérabilité et de simplicité, mais il y a beaucoup de travaux en cours avec les éditeurs de logiciels pour arriver à des systèmes les plus ergonomiques possibles pour que ce soit fluide. Au niveau des établissements, il y a également un travail qui est lancé. Alors, c'est très établissement dépendant et en fonction aussi de la maturité de l'informatisation de leur dossier patient. On a la grande satisfaction en Île-de-France d'avoir l'AP-HP qui est passé en alimentation automatique. Donc, quand un patient sort de l'AP, normalement, son compte-rendu d'hospitalisation est déversé automatiquement dans le DMP depuis le mois d'octobre pour le GH Henri Mondor et depuis décembre pour le GH du Kremlin-Bicêtre, qui sont les premiers en Île-de-France à avoir mis en place ces alimentations automatiques. Enfin, dernière fonctionnalité, la consultation. Avec un petit quiz, donc le patient a la possibilité de consentir à ce qu'un professionnel de santé qu'il ne connaît pas puisse consulter son DMP en cas d'urgence. Effectivement, c'est vrai. Alors, ça reste une exception, puisque la règle, c'est bien sûr que ce soit déjà en consultation des professionnels de santé, condition sine qua non au sens du Code de la santé publique. Deuxième condition, il faut que ce soit des professionnels de santé, théoriquement, que le patient connaît, puisqu'il les autorise d'une part par la reconnaissance de sa carte vitale en première intention et ensuite parce qu'ils font partie de son cercle de sang autorisé dans les paramètres du DMP géré par le patient. Enfin, pour consulter le DMP, il faut que vous ayez votre carte CPS. Pour l'instant, c'est le seul moyen d'authentification du professionnel de santé qui existe. Il y a des travaux en cours pour trouver d'autres moyens d'authentification et pour l'instant, c'est indispensable. Donc, ce sont les conditions sine qua non. Mais il y a bien sûr une exception qui est proposée par le DMP, qui est activée par défaut, mais qui peut être désactivée si le patient ne souhaite pas la mettre en place. C'est cette fameuse qu'on appelle l'accès en mode bris de glace, donc réservé aux régulateurs du SAMU ou aux médecins urgentistes lorsque donc on n'est pas sur un professionnel connu par le patient, mais dans une situation médicale qui justifierait que le professionnel puisse avoir accès à des informations pour mieux orienter la prise en charge du patient. Dans ce cas-là, le médecin a juste à rentrer nom, prénom, enfin des identifiants qui permettent d'accéder au DMP. Généralement, on lui demande un motif d'accès, donc il met urgence, et dans la traçabilité de l'historique de consultation du DMP, ça sera tracé. Et une notification sera envoyée au patient, mais aussi au médecin traitant pour l'aviser du fait que son patient a été vu en urgence ou a appelé le SAMU. Alors cette fonctionnalité n'est pas encore actuellement disponible, donc, mais à terme, elle sera mise en place.
Donc voilà, globalement, j'ai essayé de faire synthétique. Notre objectif aujourd'hui, maintenant, on a atteint une masse critique de DMP ouvert qui est relativement satisfaisante. On a encore beaucoup de travail sur l'interopérabilité pour faciliter l'accès des professionnels. Mais l'objectif aussi, c'est maintenant que cet outil trouve son utilité et son intérêt au niveau des soignants pour qu'il serve quand même à quelque chose et qu'il trouve toute sa place aussi dans le système de soins. Merci beaucoup.